Merci de la présentation. Merci Hervé pour l'invitation à conclure cette journée sur les paiements, très riche sur les thématiques qui ont été abordées. Et je suis conscient d'un avantage et d'un inconvénient. L'avantage, c'est que moi, j'ai pas de limite horaire, du coup, parce qu'il n'y a personne qui me suit, donc je peux faire très long. Mais je suis conscient également de l'inconvénient qui incombe de finir, c'est que je suis le dernier obstacle à votre soirée et le dernier obstacle au cocktail. Donc je vais essayer de faire très court sur le sujet. Je vous rassure, je ne vais pas faire une synthèse de l'ensemble des tables rondes qui ont été très riches, et d'autant plus que je n'ai pas pu participer à deux d'entre elles, je n'ai pas pu suivre deux d'entre elles ce matin. Mais je voudrais juste peut-être m'attarder sur deux, trois thématiques qui me semblent devoir être mises en exergue, qui sont en fait... qui sont ressortis des différents échanges que j'ai pu suivre sur cette journée. Le premier, c'est que on a traité, notamment sur la table ronde de ce matin, la question de la souveraineté sur les paiements. Souveraineté européenne, et Gabriel Cumin, j'ai bien dit que les deux sujets étaient importants et qu'ils devaient s'entendre l'un avec l'autre. Et aujourd'hui, force est de constater sur la souveraineté dans les paiements, on a tous les outils nécessaires pour asseoir cette souveraineté. Parce que le PC a développé depuis quelques années des schemes de virement et de prélèvement qui soient standards ou instantanés, parce qu'on a des rails aujourd'hui au niveau européen pour asseoir cette souveraineté, et parce qu'on est des acteurs de premier plan au niveau des paiements, que ce soit en France ou en Europe. Donc ce cadre-là étant posé, ça pose forcément la question du projet mené par la Banque centrale sur l'euro numérique. Point sur lequel, effectivement, on a compris qu'on ne savait pas, après la fin de la première table ronde, s'il s'agissait d'une monnaie ou s'il s'agissait d'un moyen de paiement. Et cette question a été soulevée également par la Direction générale du Trésor. L'autre point, donc ça c'est pour le sujet de la souveraineté, un autre point qui est important, qui est également soulevé dans d'autres tables rondes, c'est la question de la multiplication des solutions de paiement. On a beaucoup de sujets sur les crypto-paiements. Là encore, il y a eu dans le débat un flou artistique entre savoir si c'était un crypto-asset, une monnaie, ou enfin bon, on voit bien que c'est certainement pas une monnaie. Je crois que la Banque de France est partie, mais eux, ils ont une position très claire sur le sujet. Ces crypto-assets ne constituent pas de la monnaie. Et en fait, il y a un écart entre ce que l'on entend nous par paiement, les acteurs du paiement. Un sujet de paiement, pour qu'il s'installe dans des pratiques de marché, il faut qu'il réponde à quelques critères assez essentiels, mais très, très importants. Le premier, c'est la simplicité d'usage. Voilà. Il faut que le client, on est sur une approche mass market, hein, donc sur une industrie de flux, ça a été rappelé, sur de l'industrie, et pour que l'industrie soit compétitive, il faut qu'elle soit peu chère, et pour qu'elle soit peu chère, il faut qu'elle ait des volumes. Et si on veut avoir des volumes, eh ben, il faut que l'outil qu'on présente, la solution qu'on présente, soit simple d'usage. Et pour qu'elle soit simple d'usage, il faut qu'elle soit à la fois pratique, mais également compréhensible du client, ce qui renvoie en fait à une approche et qui va complexifier, je dirais, l'appréhension que peut avoir un citoyen européen sur ce qu'il va devoir comprendre comme étant l'euro numérique de banque centrale versus l'euro numérique qui est déjà existant et dans sa poche avec les solutions de paiement que les banques ont déployées depuis quelques années. Et le troisième point, c'est sur la confiance. Cette confiance, elle est inhérente à tout moyen de paiement. Un moyen de paiement qui n'est pas sécurisé, sur lequel il y a de la fraude, ben l'utilisateur est moins enclin à l'utiliser et s'en détourne au profit d'un moyen de paiement plus sûr. C'est ce qui a généré, je dirais, des travaux autour de l'authentification forte, c'est comment apporter de la sécurité et de la confiance en fait à l'utilisateur et au développement du marché du paiement et notamment du développement du e-commerce. Un autre élément qui est important, c'est tout ce qui est vie privée, respect de la protection en fait de l'identifiant, de ce que constitue le fondement même du paiement et toutes les données que véhicule le paiement. Et là, c'est vrai qu'on a en fait quelques questionnements autour des projets qu'on voit fleurir. Juste rapidement sur le sujet souveraineté, on a donc l'euro numérique qui soulève beaucoup de questions, à la fois parce qu'on a déjà des solutions qui existent, qui ont été lancées, hein, notamment EPI. Il y a eu
une table ronde sur le projet et avec des échéances qui arrivent sur courant 2024 avec un développement du B2B. Il y a déjà eu des pilotes qui ont fonctionné et qui montrent que EPI existe. Il y a une marque commerciale, ça va se développer. Les banques françaises sont pleinement engagées avec d'autres homologues européens, avec Pélib qui s'inscrit complètement dans la démarche d'EPI et avec l'ensemble des acteurs français sur les paiements. Et ce projet-là, on peut s'interroger sur l'approche de la distorsion de concurrence qu'impose en fait le statut légal de l'euro. Ça, c'est le projet qui est en cours au travers de l'euro numérique, parce que quelque part, une solution de paiement qui peut se targuer et surfer sur une acceptation, une obligation d'acceptation de son produit a de facto un avantage compétitif par rapport à une solution qui doit aller chercher des clients les uns après les autres. Ça, c'est un point qui est assez fondamental. On a quelques réserves ou quelques interrogations, plutôt, on va dire ça comme ça, sur l'euro numérique. Je ne parlerai même pas des cas d'usage, mais autour de la limite de détention, autour des principes de stabilité financière qu'il faut asseoir, sur la complexité du projet, sur les investissements qu'il faudra prévoir, que ce soit en dépenses publiques, donc les investissements côté banque centrale, les investissements côté des administrations nationales, et puis les investissements du secteur privé, parce que les commerçants qui devront accepter l'euro numérique auront vraisemblablement des investissements à consentir. Je ne parle même pas celui des banques et celui de l'ensemble des PSP européens. On a abordé le sujet de la sécurité, je l'ai évoqué tout à l'heure en propos liminaire. Le sujet de la sécurité, il a été abordé à plusieurs tables rondes, et notamment autour du DIW, enfin l'identité numérique ou de la signature numérique. Là encore, je pense que tout le monde considère qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'efforts faits ces dernières années, notamment dans le cadre de la DSP2 avec la mise en place de l'authentification forte. On travaille aujourd'hui avec le commerce pour encore améliorer certains sujets de fraude qu'on a identifiés, notamment sur les transactions MIT. Julien Lassalle en a parlé tout à l'heure. Et on a des questions qui dépasse quelque part le seul secteur et les seuls acteurs des paiements, qui est en fait l'identité numérique. L'identité numérique, c'est une identité qui est régalienne. Et là, je dirais que la balle n'est pas dans notre camp. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura ces dispositifs, les banques et enfin, les acteurs des paiements sauront les utiliser, à condition que le client sache à quoi ça l'engage, qu'il sache l'utiliser et qu'on ait une récurrence d'usage, parce que c'est de la récurrence d'usage que viendra en fait la praticité de l'utilisation de cette signature électronique. Peut-être rapidement un dernier point, parce que quand on parle de sécurité et de confiance, il y a un sujet, ça fera le lien avec la directive service de paiement 3 qui vient, on a compris, encore améliorer un petit peu le sujet de la sécurité, notamment au niveau du dashboard. Moi, très personnellement, enfin, on a discuté beaucoup avec les adhérents, on a fait valoir notre point. Je pense que on peut considérer que le texte est un peu décevant sur ce sujet-là. Et notamment, Perrine en a parlé à la table ronde précédente, sur certains aspects, sur le régime de responsabilité entre les acteurs. On a maintenant les opérateurs télécoms au niveau de l'Observatoire sur la sécurité des moyens de paiement. Ils deviennent des acteurs incontournables dans la chaîne des paiements. Et ils doivent, à ce titre-là, porter également la responsabilité inhérente à leur activité. On voit bien, vous en êtes tous, je pense, témoins, des schémas de fraude qui se développent parce que les lignes téléphoniques ne sont pas bien protégées. Du coup, ça fait des clients qui sont fraudés et on a développé beaucoup de mécanismes de protection. On a amélioré nos messages envoyés aux clients. Et quand le client procède lui-même à l'opération et qu'il est conscient de l'opération, alors c'est lui qui réalise l'opération, il est très difficile de le rembourser. Et cette responsabilité, elle n'est pas portée par le secteur des télécoms. Il y a une loi qui est censée s'appliquer depuis juillet 2023 qui n'est toujours pas appliquée. Donc il faut vraiment que maintenant les opérateurs télécoms se saisissent du sujet rapidement, parce qu'aujourd'hui, il y a des millions de fraudes sur des cas de spoofing, et le sujet s'étend notamment via les SMS. Donc c'est un point qui est fondamental, et on peut regretter que dans le règlement PSR, la Commission européenne ne soit pas allée plus loin dans le régime de responsabilité des différents acteurs. C'est un point fondamental, et il faut vraiment que sur la ligne, l'ensemble de la chaîne des paiements, chaque acteur prenne en charge ses responsabilités.
Dernier point, toujours sur ces sujets de fraude, Fanny en a parlé, sur le partage de données de fraudeurs. On pousse depuis quelques années maintenant, et Rodolphe, je crois, en a parlé également, sur la mise en place d'un mécanisme, d'une plateforme d'échange de données de fraudeurs évolutive. L'idée étant que dès qu'un opérateur a identifié une donnée d'un fraudeur, il puisse la partager avec un écosystème qui intégrera cette information en temps réel et pourra sécuriser ses assets et protéger ses clients. Aujourd'hui, le cadre ne nous permet pas de le faire. Il faut absolument qu'on agisse vite là-dessus. Nous, on pousse, on mène des pilotes sur ces sujets-là. Ce qu'on veut, c'est une approche dynamique, une approche évolutive. Aujourd'hui, ce qui nous semble pertinent, c'est de partager des IBAN de fraudeurs. Demain, ça sera peut-être une adresse IP. Après-demain, ça sera peut-être une autre donnée, voire la conjugaison de plusieurs phénomènes, plusieurs patterns. C'est un point fondamental et il ne s'adresse pas uniquement aux banques. C'est des banques, c'est des PSP, c'est tout un écosystème qui gagnerait à partager ces informations et à rendre la chaîne des paiements plus résiliente et en protection de nos clients qui ne comprennent pas que, effectivement, quand une banque identifie un IBAN de fraudeur, elle ne puisse même pas partager cette information auprès de ses collègues. Juste peut-être sur ce point-là, nous, on a fait sur l'année 2023 et on va reconduire sur l'année 2024 une grande campagne de communication sur la protection des données bancaires, sur le fait qu'un chargé de clientèle n'appelle jamais un client pour lui faire valider une opération, pour lui demander un code confidentiel ou un identifiant. C'est une campagne de sensibilisation qu'on va encore reproduire cette année et je compte sur l'ensemble des acteurs du secteur des paiements pour relayer cette information de sensibilisation parce qu'en fait c'est par la pédagogie qu'on va pouvoir mettre en éveil nos clients. Et comme ce matin, Éric Ducombrier a appelé de ses voeux une pause réglementaire avant vite de se reprendre en expliquant qu'il y avait des choses à régler au niveau des infrastructures, il y avait des choses à régler au niveau des wallets et de certaines procédures dans les moyens de paiement qu'on met dans la poche de nos clients. Je retiendrai juste une phrase de la première table ronde qui était de dire que il y a un interlocuteur qui a quand même prononcé une phrase qui me semble devoir être reprise, c'est qu'il a dit « la force publique est rarement plus efficace que le secteur privé ». Voilà, donc je pense que ça, c'est un élément qui, s'il y a une phrase qui doit être retenue, à mon sens, ça peut être celle-ci. Je vous remercie, encore merci Hervé et merci France Panorama Forum pour cette journée.